Alors, avant toute chose, j'aimerais bien sûr remercier les organisateurs de cette journée d'études consacrée à la maîtrise d'ouvrage public, tant l'AFDA que bien sûr l'Université d'Orléans. Alors, si depuis ce matin, les intervenants ont réussi à raviver un intérêt pour la maîtrise d'ouvrage public, moi de mon côté, je dois reconnaître que je n'ai pas vraiment ce même mérite, puisque dans l'actualité récente, vous le savez tous, le Code de la commande publique a récemment concerné la maîtrise d'ouvrage public. Désormais, depuis son adoption, les deux expressions, MOP d'une part et commande publique d'autre part, sont associées. Exception faite du dernier alinéa de son article 1er, la loi MOP, vous le savez, et ses décrets d'application figurent désormais au livre 4 de la deuxième partie du Code de la commande publique, livre relatif au marché public. Prévisible, cette codification a été diversement appréciée par la doctrine, qui aussi entre consécration et évidemment critique quant à cette codification. Pour l'essentiel, beaucoup d'auteurs considèrent qu'il s'agit là d'un déclin de la maîtrise d'ouvrage public. Plus qu'une association, c'est véritablement une assimilation des règles de la maîtrise d'ouvrage public au droit de la commande publique à laquelle le législateur a procédé. Sur le fond, les règles de la maîtrise d'ouvrage public restent quasiment inchangées. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même une innovation notable dans le Code de la commande publique, qui est la consécration dans le Code de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pour autant, si sur le fond les règles restent quasiment inchangées, la formulation a évolué pour adopter le vocabulaire de la commande publique. Le maître de l'ouvrage de 1985 devient le maître d'ouvrage. Dans le même sens, les termes d'opérateur économique, de candidat et de soumissionnaire ont fait leur apparition. En définitive, la MOP est EST de la commande publique, si bien que le « et » de l'intitulé pourrait paraître incongru. Pour autant, une analyse plus approfondie des deux notions révèle la distance qui les sépare. D'inspiration radicalement différente, la MOP et la commande publique se sont construites en décalage l'une par rapport à l'autre. Institution du droit interne, la MOP répond à des préoccupations concrètes des années 70 et 80 en France en matière de construction publique. Le professeur François Prié les a rappelés ce matin: encadrer la rémunération des maîtres d'œuvre, améliorer la qualité de ces constructions et, avec la loi MOP, empêcher les collectivités territoriales de se décharger sur l'État de leurs responsabilités en matière de construction après que celui-ci leur ait confié de nouvelles compétences en la matière avec les lois de décentralisation. Je pense ici, bien sûr, il en a été question ce matin, au recours généralisé à la délégation de maîtrise d'ouvrage. La commande publique s'inscrit, quant à elle, dans une autre logique. Consacrée pour la première fois en France à l'article 1er du Code des marchés publics de 2001, la notion tient compte des exigences posées par la jurisprudence européenne en matière de contrats publics. Lorsqu'ils ont pour objet de répondre à un besoin exprimé par un acheteur public, que ce soit en matière de travaux, de fournitures ou de services, il s'agit là du critère, les contrats qu'il conclut avec les opérateurs économiques doivent respecter des principes fondamentaux. S'appliquant aux marchés publics et aux concessions, ils se traduisent en particulier par la mise en œuvre de procédures de publicité et de mise en concurrence préalables à leur conclusion. Plus fondamentalement, la notion de commande publique, me semble-t-il, n'apparaît pas la plus pertinente pour apprécier la maîtrise d'ouvrage public. Le prisme me semble tout à la fois trop étroit et trop large. D'abord, trop étroit pour appréhender les évolutions récentes qui affectent aujourd'hui la maîtrise d'ouvrage. L'essor du financement privé des ouvrages publics, la multiplication, ça a été dit ce matin, des contrats globaux, la difficulté à délimiter précisément les besoins de l'acheteur public en matière de travaux oblige, me semble-t-il, à déplacer le clivage traditionnel entre contrat de la commande publique d'une part et autres contrats d'autre part. MOP et contrat public ou MOP et financement des équipements immobiliers publics sont des intitulés qui, me semblent, auraient peut-être mieux reflété la part respective de la maîtrise d'ouvrage public et la part de la maîtrise d'ouvrage privé, en matière toujours de construction publique. Prisme trop étroit, donc, mais en même temps prisme trop large,
car bien évidemment, tous les contrats de la commande publique ne sont pas concernés. Au risque d'énoncer une évidence, seuls les contrats ayant au moins pour objet la réalisation de travaux permettent la construction d'un bâtiment ou d'une infrastructure, ça vaut naturellement dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage public ou en dehors de ce cadre-là. Historiquement d'ailleurs, le CCAG Travaux de 1976, qui définissait la maîtrise d'ouvrage public, ne concernait que le marché public de travaux. Pour autant, la MOP n'intéresse pas simplement ces contrats de travaux. Si, bien évidemment, ils représentent le champ d'application de ces règles, d'autres contrats de la commande publique occupent une place déterminante dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage public. Il en va tout spécialement ainsi d'un marché public de services particuliers dont nous avons parlé ce matin, le contrat de maîtrise d'œuvre qui est conclu entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Les conditions de rémunération du maître d'œuvre furent, on l'a dit ce matin, à l'origine du décret du 28 février 1973 qui définissait pour la première fois la maîtrise d'ouvrage public. Une dissociation plus claire des fonctions du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre fut ensuite, on le sait, à l'origine de la loi MOP. Et ainsi, c'est tant au regard du périmètre de la maîtrise d'ouvrage public qu'au regard de l'exercice de la maîtrise d'ouvrage public que la commande publique intéresse la MOP. Le champ d'application de la MOP ne représente qu'une modeste fraction de celui de la commande publique. C'est ce que je vous propose de voir dans une première partie. Pour autant, et ce sera le second temps plus optimiste de mon propos, lorsqu'on se situe à l'intérieur de cette fraction, la commande publique se déploie dans toute sa puissance. La commande publique, champ d'application de la maîtrise d'ouvrage public. Deux propositions permettent de circonscrire le champ d'application de la maîtrise d'ouvrage public. Il est d'abord intégralement inclus dans le champ d'application de la commande publique, mais il n'en représente qu'une partie, une partie toujours plus réduite, grand A, grand B, grosso modo. Voyons d'abord l'inclusion du champ d'application de la MOP au sein de celui de la commande publique. La superposition du champ d'application de la MOP et de celui de la commande publique résulte, me semble-t-il, de l'existence d'un critère matériel commun aux deux notions. La réponse aux besoins précisés par l'acheteur public ou, pour reprendre la nouvelle terminologie des directives européennes, les exigences fixées par l'acheteur public. J'applique d'ailleurs sans hésitation le terme d'acheteur public en matière de MOP, car s'agissant du critère organique, les personnes publiques et les personnes privées maîtres d'ouvrage public sont également acheteurs publics au sens du Code des marchés publics, du Code de la commande publique. C'est notamment le cas des organismes privés de sécurité sociale et de HLM pour leurs opérations en matière de logement locatif aidé qu'ils réalisent. La réponse aux besoins constitue un élément de définition du maître d'ouvrage public. Au sens de la loi MOP et du CCAG Travaux, il s'agit de la personne morale, ça a été dit ce matin, pour qui l'ouvrage est réalisé ou pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés en réponse à ses besoins. Il est vrai que cette condition du besoin ne ressort pas expressément des textes en question. L'expression « pour le compte de » ne pouvant être regardée comme visant l'expression d'un besoin, et la mention expresse des besoins n'apparaissant pas d'emblée dans la loi MOP, j'allais dire a fortiori dans la présentation qui a été retenue dans le Code de la commande publique. Pour autant, cette interprétation ne fait, à mon avis, guère de doute. Elle s'impose d'abord à la lecture combinée des dispositions du Code de la commande publique relatives aux attributions du maître d'ouvrage, d'une part, et d'autre part, relatives au marché public et aux concessions. Le maître d'ouvrage doit préciser le contenu minimum du programme et notamment les besoins que l'opération doit satisfaire. Il doit d'ailleurs le faire avant le commencement des études d'avant-projet par le maître d'œuvre. Cette obligation de déterminer préalablement les besoins rejoint en tout point celle que pose de façon générale le Code de la commande publique en matière de commande publique, tant s'agissant des marchés publics que des concessions.
En outre, la consécration du critère de la commande publique en matière de MOP, le critère du besoin donc, résulte de l'avis du Conseil d'État du 31 janvier 1995, dont la position a été reprise au contentieux. L'une des conditions permettant la qualification de maître d'ouvrage public d'une personne publique tient au fait que, je cite, « l'ouvrage ait été conçu en fonction des besoins propres de la personne publique responsable de l'opération ». Par conséquent, les opérations par lesquelles est réalisé un ouvrage ne répondant pas à un besoin ou à une exigence de l'acheteur public sont tout à la fois exclues du champ d'application de la MOP et de celui de la commande publique. En matière d'occupation temporaire du domaine public, en matière de baux emphytéotiques administratifs, de baux à construction ou de vente en l'état futur d'achèvement, la mission du maître d'ouvrage incombe au cocontractant, c'est-à-dire à l'opérateur économique. Il n'y a ni acheteur public, ni maître d'ouvrage public. Reste que, lorsque ces contrats permettent le financement privé d'ouvrages publics, le critère du besoin en matière de travaux peut être rempli s'il n'est pas entendu suffisamment strictement. Tout l'enjeu est alors de connaître l'influence qu'a exercée la personne publique sur la nature et sur la conception de l'ouvrage. Lorsque cette influence se révèle déterminante, la condition de la réponse à un besoin est regardée comme remplie. C'est l'apport des jurisprudences communes du Barry et Helmut Müller, que vous connaissez peut-être sur la question. La question se pose tout spécialement en matière de vente en état futur d'achèvement. Ce sont des contrats qui ont un objet mixte, à la fois réalisation d'un ouvrage et transfert d'un droit immobilier à la personne publique au fur et à mesure de la construction. Lorsque l'opération vise essentiellement pour la personne publique à acquérir un bien sur le marché immobilier, plutôt qu'à faire construire ce bien conformément aux attentes qu'elle a pu exprimer, elle ne peut être regardée, cette opération, comme relevant de la commande et a fortiori d'une commande publique. La nécessité d'affiner le critère de la réponse à un besoin, comme je viens de le faire, masque en réalité un problème plus fondamental. Bien que reconnu en matière de maîtrise d'ouvrage public, le critère de la commande publique, le besoin, n'est assurément pas suffisant. L'étroitesse du champ d'application de la MOP au regard de celui de la commande publique. Le champ d'application de la MOP ne représente qu'une part résiduelle de celui de la commande publique, sans qu'il soit toutefois possible d'en déterminer exactement la limite. Sur le premier point, le décalage originel n'a cessé de s'accroître avec le temps. Dès la loi MOP, et ça a été dit ce matin, le champ d'application qui était prévu par ces dispositions était tout à fait particulier et il ne coïncidait pas avec celui de la commande publique. C'est vrai du critère organique, c'est également vrai du critère matériel. Pour m'en tenir à une illustration que vous avez évoquée tout à l'heure, Monsieur le Président, les monuments historiques, pour les opérations d'entretien, réparation, restauration d'immeubles classés et autres, ne relevaient pas, et ne relèvent d'ailleurs toujours pas, de la maîtrise d'ouvrage public. Avec le temps, ce décalage entre le champ d'application de la maîtrise d'ouvrage public et celui de la commande publique s'est accentué, sous, je pense, 3 actions combinées. Le premier responsable est sans nul doute le Conseil d'État, tout au moins d'un point de vue historique. Les critères de la maîtrise d'ouvrage public qu'il a dégagés s'avèrent très stricts, si bien que de nombreux contrats de la commande publique, qui répondent donc à un besoin, relèvent de la maîtrise d'ouvrage privé. À côté de la direction technique des opérations de construction, le critère déterminant, pour reprendre l'expression de Nicolas Boulouis, est la propriété entière et immédiate de l'ouvrage qui est remis dès son achèvement. Or, en matière de concession, seconde catégorie de contrat de la commande publique à côté du marché public, cette condition n'est jamais remplie puisque l'ouvrage n'est remis qu'à l'expiration du contrat. Le champ d'application de la maîtrise d'ouvrage public, au regard de celui de la commande publique, est donc mécaniquement amputé de la moitié des contrats de la commande publique. C'est d'ailleurs pour le même motif, et non sur le fondement du besoin qu'il prend, à vrai dire, rarement la peine de rappeler, que le Conseil d'État exclut la maîtrise d'ouvrage public en matière de baux emphytéotiques administratifs ou de vente en l'état futur d'achèvement.
Les critères de la direction technique et de la propriété remise jouant de façon alternative, on peut malgré tout être tenté de rattacher les critères de la maîtrise d'ouvrage public à celui de la commande publique, en interprétant la direction technique des opérations comme étant, en quelque sorte, une manifestation du besoin exprimé par l'acheteur. La direction technique des opérations peut en effet être vaguement rattachée au pouvoir de contrôle de l'acheteur, pouvoir de contrôle que l'article L6 du Code de la commande publique intègre parmi les principes généraux applicables au contrat administratif de la commande publique. Ce serait, je pense, pourtant faire une grave erreur, pour une raison très simple, qui est que la direction technique des opérations incombe, me semble-t-il, un pouvoir de contrôle qui est beaucoup plus poussé que ce pouvoir de direction en question. À côté du Conseil d'État, le deuxième responsable du repli du champ d'application de la MOP est, me semble-t-il, le législateur, dans le but, j'allais dire lui aussi, de faciliter le financement privé des équipements publics. À mesure que de nouvelles sous-catégories de contrats de la commande publique étaient créées, la maîtrise d'ouvrages privés était privilégiée. Je pense bien évidemment tout spécialement au marché de partenariat. En outre, même pour les constructions en principe soumises à la maîtrise d'ouvrage public, les textes ont multiplié les dérogations, la dernière illustration en date étant la loi Elan en matière de marché public passée par les offices publics de l'habitat. Le troisième responsable de ce repli du champ d'application de la MOP est le droit européen, qui a fini par avoir raison de la définition française du marché public de travaux. Traditionnellement, la MOP figurait parmi les critères de définition du marché public de travaux en France, alors que cette notion était et sera pour toujours inconnue probablement du droit européen. Avec la réforme du droit de la commande publique de 2015-2016, la référence à la maîtrise d'ouvrage public est supprimée, puisque l'ordonnance française tient compte du droit européen et transpose exactement la définition européenne. Mécaniquement, des contrats qui, faute de maîtrise d'ouvrage public, ne pouvaient pas être regardés comme des marchés publics de travaux, rejoignent la commande publique lorsque l'ouvrage a été conçu en fonction des besoins propres exprimés par l'acheteur public. Je pense notamment à certains baux emphytéotiques administratifs ou certaines ventes en l'état futur d'achèvement public qui sont susceptibles d'être requalifiés en marché public de travaux. S'il ne fait aucun doute que le décalage s'accentue, je le disais tout à l'heure, la délimitation de ce qu'on pourrait appeler la frontière intérieure de la maîtrise d'ouvrage public reste malgré tout un exercice délicat, pour trois raisons. En premier lieu, les cocontractants peuvent décider de se soumettre volontairement aux règles de la maîtrise d'ouvrage public lorsque l'opération projetée est exclue de son champ d'application matériel. C'est l'apport d'une décision du Conseil d'État de 1998, 8 août 1998, préfet de l'Aube. En deuxième lieu, parce qu'une application, on pourrait dire sélective, des règles de la maîtrise d'ouvrage public peut être admise par le législateur. Je pense une nouvelle fois à la loi Elan, qui exclut notamment les organismes d'habitation à loyer modéré, qui sont d'ailleurs publics ou privés, du régime de la maîtrise d'œuvres privées, alors qu'ils sont des maîtres d'ouvrage publics au sens de la loi MOP, pour tout au moins les activités en matière de logement locatif aidées par l'État qu'ils réalisent. On retrouve en quelque sorte l'idée d'option que j'évoquais au point précédent, mais en sens inverse, en quelque sorte une application de la MOP en deçà plutôt qu'au-delà de son champ d'application. En troisième lieu, dernière difficulté pour établir le champ d'application de la maîtrise d'ouvrage public, il me semble que l'effet unificateur du droit de la commande publique affecte la maîtrise d'ouvrage dans son ensemble. Quand bien même une grande partie des contrats relève aujourd'hui de la maîtrise d'ouvrage privée, et je l'ai dit, il me semble que le rôle de l'acheteur public ne varie pas du tout au tout. Autrement dit, il me semble que même en matière de concession et de marché public de travaux sans maîtrise d'ouvrage public, il exerce une influence sur la définition des besoins et jusqu'à l'achèvement. Peut-être qu'il y a, tout au moins c'est ma conviction, de bonnes habitudes que prend l'acheteur public, maître d'ouvrage public, bonnes habitudes qu'il continue à mettre en œuvre lorsqu'il n'a que la première de ces deux qualités. Au terme de cette première partie,
on ne peut dissimuler une certaine déception puisque la maîtrise d'ouvrage public n'est plus ce qu'elle était. Elle ne concerne plus que la portion congrue des contrats de la commande publique. Pour autant, et ce sera l'objet de ma deuxième partie, l'importance, me semble-t-il, de la commande publique au sein du statut de la maîtrise d'ouvrage public est telle que ce premier constat mérite d'être relativisé. La commande publique, expression de la maîtrise d'ouvrage public. Pour paraphraser Prosper Weil, on pourrait affirmer que la maîtrise d'ouvrage public est marquée par une ambiance de commande publique. Le maître d'ouvrage recourt en effet nécessairement à la commande publique pour exercer ses attributions. C'est ce que je vous propose de voir dans une première sous-partie, non sans un certain particularisme pour ces règles de passation des contrats, ce que nous verrons dans la dernière sous-partie, si vous le voulez bien. Le recours à la commande publique pour l'exercice de la maîtrise d'ouvrage public. L'exercice de la maîtrise d'ouvrage public est le règne des contrats de la commande publique. Elle se manifeste pour l'essentiel par des marchés publics de travaux ou de services qui sont conclus par le maître d'ouvrage public, mais aussi par d'autres participants à l'opération de construction. Une rapide revue des attributions du maître d'ouvrage public permet, me semble-t-il, de s'en convaincre. Au chapitre de ces attributions qui ne peuvent pas être déléguées, le choix du procédé par lequel l'ouvrage est réalisé pose les questions du mode de dévolution du marché public, en lot ou à l'entreprise générale, mais aussi du recours à une procédure dérogatoire, puisque permettant le cumul des fonctions de maître d'œuvre et d'entrepreneur. Je veux bien sûr ici parler des contrats globaux et tout spécialement du contrat du marché public de conception-réalisation. Outre le choix des entrepreneurs, le choix du maître d'œuvre privé prend également la forme d'un marché public. Le contrat se voit expressément qualifié de tel dans le Code de la commande publique. Le recours au tiers, ou, pour employer la terminologie du Code de la commande publique, l'organisation de la maîtrise d'ouvrage public, repose elle aussi sur le marché public, qu'il s'agisse de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de la conduite d'opération. De la même manière que pour le contrat de maîtrise d'œuvre, le Code de la commande publique les définit comme des marchés publics. Cette qualification, c'est vrai, ne résulte pas du Code de la commande publique pour une autre prestation de service, le mandat de maîtrise d'ouvrage. Même si cette prestation n'est pas qualifiée expressément de marché public dans le Code, il me semble malgré tout que cette qualification ne fait guère de doute pour au moins deux raisons. Première raison, c'est que le mandat de maîtrise d'ouvrage est conclu entre un acheteur public au sens du Code de la commande publique, ce que sont les maîtres d'ouvrage publics, et un opérateur économique. Le critère organique est donc présent. La deuxième raison, c'est que le critère matériel est également présent, puisque les contrats de mandat portent sur des prestations de services qui entrent par elles-mêmes dans le champ d'application du Code de la commande publique. Enfin, dernier contrat qui également est un marché public, les marchés qui sont conclus par le mandataire de maîtrise d'ouvrage au nom et pour le compte du maître d'ouvrage. Ces contrats seront également soumis au régime qui est celui du maître d'ouvrage public en application de la théorie du mandat. Donc en cas de maîtrise d'ouvrage public, les contrats conclus seront en l'espèce des marchés publics. Alors si l'exercice de la maîtrise d'ouvrage public passe en particulier par le marché public et donc par les contrats de la commande publique, il faut bien reconnaître que tous les contrats n'en remplissent évidemment pas les conditions. En premier lieu, lorsque n'importe lequel des contrats que je viens de mentionner est conclu à titre gratuit, il ne peut bien évidemment être qualifié de marché public, ni plus généralement de contrat de la commande publique. Pour le même motif, ne peuvent pas, à mon avis, être regardés comme des marchés publics les conventions de comaîtrise d'ouvrage qui sont conclues entre maîtres d'ouvrage publics, ces fameuses conventions de transfert que je me suis bien gardé d'évoquer tout à l'heure dans le cadre de la présentation générale et que le professeur Laetitia Janicot a présenté ce matin. Troisième ligne, me semble-t-il, le cas du in-house, les contrats de mandat de maîtrise d'ouvrage échappant potentiellement au droit des marchés publics. Enfin, quatrième limite, mais vous allez voir que pour moi, ce n'en est pas vraiment une, qu'on pourrait évoquer, c'est le problème de la qualification des contrats à titre onéreux qui sont passés par les maîtres d'ouvrage publics, personnes privées, que sont les organismes privés de sécurité sociale et les organismes privés
d'HLM pour leurs opérations en matière de logement locatif réalisés par l'État, enfin aidés par l'État et réalisés par eux. Faute d'aide des personnes publiques, ces organismes ne bénéficient bien évidemment pas de la qualification législative de contrat administratif opérée par l'article L6 du Code de la commande publique. Pour autant, et j'allais dire mieux, le Code de la commande publique qualifie, je l'ai dit, expressément la plupart des contrats en question de marché public. Reste le cas, hypothèse qui n'est pas expressément visée par le Code de la commande publique, du mandat de maîtrise d'ouvrage, un seul contrat qui n'est pas qualifié de marché public dans le Code. Ainsi que je l'ai dit plus haut, les mandats sont des prestations de services qui entrent dans le cadre du droit des marchés publics. Au surplus, les deux catégories de personnes privées que je viens de citer sont des acheteurs publics au sens du Code de la commande publique, et j'allais dire même mieux, ce sont des pouvoirs adjudicateurs. Par conséquent, ces contrats entrent dans le champ des marchés publics de la même manière, qu'ils soient conclus ou non par des maîtres d'ouvrage publics, personnes publiques ou personnes privées. L'exercice de la MOP appelle la commande publique, c'est ce que je viens d'essayer de démontrer. C'est vrai, mais pour autant, ce n'est pas une singularité. Bien évidemment, en matière de maîtrise d'ouvrage privé, il peut y avoir des contrats de la commande publique, c'est une évidence. Là où la singularité réside, me semble-t-il, c'est dans les règles de passation de ces contrats en matière de maîtrise d'ouvrage public. Dernière sous-partie donc, les particularités de la passation des contrats de la commande publique pour l'exercice de la maîtrise d'ouvrage public. La maîtrise d'ouvrage public occupe une place singulière au sein du droit de la commande publique, au point qu'on pourrait presque évoquer, me semble-t-il, un droit contractuel de la maîtrise d'ouvrage public. Schématiquement, la spécificité de la maîtrise d'ouvrage public justifie tantôt une exclusion des règles de passation des contrats de la commande publique, tantôt une soumission particulière à celle-ci. Premier trait particulier, l'exclusion des règles de passation des contrats. Bien, je veux parler ici du feuilleton de la délégation de maîtrise d'ouvrage public, aujourd'hui le mandat de maîtrise d'ouvrage public. Autrefois, ça a été dit ce matin à plusieurs reprises, seules les personnes qui étaient énumérées, c'est l'article 4 de mémoire de la loi MOP, pouvaient exercer ces fonctions. Essentiellement, c'était des personnes publiques et parapubliques, et en pratique, cette mission était presque toujours confiée à d'autres maîtres d'ouvrage public et à des sociétés d'économie mixte. Au surplus, aucune procédure de passation particulière n'était prévue pour ces contrats, puisque dans le Code des marchés publics de 2001, les contrats de mandat étaient exclus du champ d'application de ces dispositions. C'est donc sous la pression du droit de l'Union européenne que l'ordonnance du 17 juin 2004 a, alors je peux dire, normalisé, banalisé la conclusion de ces contrats. Désormais, ce sont des marchés qui sont ouverts à la fois aux personnes publiques et aux personnes privées et qui sont passés après procédure de publicité et de mise en concurrence. Deuxième trait particulier, je l'ai dit tout à l'heure, une soumission particulière aux règles de passation des contrats. Je pense ici au recours sous condition au marché public de conception-réalisation ou à la procédure, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, de concours de maîtrise d'œuvre pour les acheteurs publics relevant de la maîtrise d'ouvrage public. Alors cette procédure de concours, comme son nom l'indique, est un concours, une compétition qui est organisée par l'acheteur avant la passation du marché public de maîtrise d'œuvre. Les acheteurs publics, lorsqu'ils rentrent dans le champ de la MOP, lorsque ce sont des maîtres d'ouvrage publics, ont l'obligation de recourir à cette procédure au-dessus des seuils européens de passation des marchés formalisés, des procédures formalisées. Et cette procédure particulière du concours se justifie pour une raison de bon sens, qui est tout à fait compréhensible, et qui est le rôle très particulier du maître d'œuvre, puisque le maître d'œuvre, on l'a dit depuis ce matin, occupe une place un peu particulière, tout à la fois partenaire et prestataire pour le maître d'ouvrage. Dans ces conditions, l'appel d'offres n'aurait jamais été adapté, ou tout au moins dans la majorité des cas n'est pas adapté pour la passation de ce type de contrat, puisque le prix n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est le rapport, le dialogue, l'échange qu'il peut y avoir entre le maître d'œuvre, d'une part, et le maître d'ouvrage public, d'autre part, dans la définition des choix du projet. Pour autant, je parle de particularisme des règles de passation de ces contrats,
pour une raison qui est assez simple, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas de propriété particulière. Ça n'est jamais, quand il y a la maîtrise d'ouvrage public qui s'applique, qu'un degré supplémentaire d'exigence qui va être exigé quant à la passation de ces contrats. Se dessine ainsi un droit à plusieurs étages. Il y aurait un droit, plutôt il y a un droit de la commande publique sans maîtrise d'ouvrage public, qui s'applique à l'acheteur public non maître d'ouvrage public. Si je reprends les deux exemples que je viens de mentionner tout à l'heure, dans cette configuration-là, dans cette situation-là, le recours au marché public de conception-réalisation est libre, et en matière de marché public de maîtrise d'œuvre, le recours au concours est libre et aucune obligation de publicité ni de mise en concurrence ne s'applique en deçà des seuils européens. Il y aurait, deuxième étage en quelque sorte, un droit de la commande publique avec maîtrise d'ouvrage public, qui s'appliquerait donc à l'acheteur public, maître d'ouvrage public. Et dans ce cas-là, les conditions changent. Le recours, si je reprends les deux exemples de tout à l'heure, le recours au marché public de conception-réalisation est soumis à conditions. Et en matière de marché public de maîtrise d'œuvre, des obligations renforcées vont s'appliquer. Reste, et j'en finis par là, que trois remarques viennent, me semble-t-il, atténuer cette présentation en deux temps à laquelle je viens de procéder. Première remarque, c'est qu'il y a, je crois, un entresol qui s'intercale entre ce rez-de-chaussée et ce premier étage, un droit de la commande publique avec maîtrise d'ouvrage public incombant aux personnes privées. L'hypothèse est certes résiduelle, c'est les deux hypothèses que je mentionne depuis tout à l'heure, ces organismes privés de sécurité sociale et de HLM pour certaines opérations. Pour autant, le maintien dans le Code de la commande publique de la distinction entre personnes publiques et personnes privées rejaillit nécessairement sur les règles applicables à la passation de ces contrats. Je pense par exemple à la passation du concours du marché de maîtrise d'œuvre par concours. Ensuite, deuxième nuance qui vient un peu casser ma présentation binaire, le fait que des textes particuliers peuvent atténuer le distinguo. Je pense, encore une fois, à la loi Elan, qui consacre, vous le savez peut-être, plusieurs facultés de recours sans condition au marché public de conception-réalisation pour certains acheteurs qui sont pourtant soumis aux dispositions de la maîtrise d'ouvrage public. Enfin, dernière remarque qui vient là aussi casser un peu ma présentation en deux temps, ce droit à deux étages, le fait qu'au sein même de la commande publique, il y a des classifications intrinsèques entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice d'une part, et entre acheteurs et autres acheteurs d'autre part. En conclusion, en un mot, la MOP, dans ses rapports avec la commande publique, peut, me semble-t-il, être comparée au morceau du noyau d'un fruit, en quelque sorte, puisque la MOP n'existe que dans et à travers la commande publique, mais elle appartient quand même à sa partie la plus ferme. Voilà, je vous remercie.